Si vous êtes anxieux à propos de quelque chose et que vous l'évitez, votre corps obtient exactement ce qu'il voulait, qui est la seule façon de traverser l'anxiété à travers ce système d'alarme, c'est de se diriger droit au milieu de celle-ci. Nous avons transformé chaque interaction humaine et puis-je emprunter des œufs? Hey, peux-tu me conduire? Peux-tu m'aider avec le jardin? Tout est transactionnel. Il suffit d'embaucher quelqu'un. Je crois que durant les 25 à 30 dernières années, nous avons fréquenté la salle de sport, retiré tout le poids de la barre, et puis un intimidateur est survenu, nous manquant de force pour lui faire face. Quand le courrier arrive, quand j'allume la télé, quand mon téléphone vibre, pourquoi mon corps se met-il en mode combat ou fuite? Si tu ne craques pas une fois par semaine, tu ne travailles pas assez dur. Tu ne te surpasses pas. J'ai toujours agi en situation de manque. Si ton corps sait qu'il pourrait me licencier, qu'ils ne peuvent pas manger pendant 9 mois car je suis en fond d'urgence, je te promets, tu dormiras mieux. Bienvenue sur Histoire de succès, je suis Scott Clary, votre hôte. Le podcast Histoire de succès vous est présenté par le réseau de podcasts HubSpot. HubSpot est très utile pour les entrepreneurs et les propriétaires d'entreprises. C'est pourquoi je suis fier de collaborer avec eux depuis plus de 3 ans. Si vous avez besoin d'outils pour construire votre entreprise, comme un logiciel d'assistance, de paiement, des outils de marketing par email, de systèmes de gestion de contenu et de blogging, de optimisation pour les moteurs de recherche, de gestion des affaires et de suivi du pipeline, vous n'avez pas besoin de plus pour optimiser votre entreprise. HubSpot est tout ce dont vous avez besoin. Leur plateforme client tout en un est idéale pour votre équipe, offrant des campagnes et workflows de qualité pour générer plus de leads, une gestion de pipeline de premier plan pour améliorer les ventes, des chatbots AI efficaces et une base de connaissances pour soutenir votre équipe de service. Il est conçu pour donner des résultats rapidement, générer plus de revenus et développer votre entreprise. Alors laissez tomber les outils déconnectés et leur chaos. Découvrez ce que la plateforme tout en un de HubSpot peut faire. Visitez HubSpot.com pour simplifier et développer votre entreprise. Dr. John Deloney, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. J'ai hâte. Merci de m'avoir invité chez vous. Oui, exactement. La prochaine fois. La prochaine fois que vous sortirez des bois et viendrez en ville, nous devrons nous rencontrer en personne. Mais je veux le garder très simple juste pour fixer la barre. Alors que nous lançons cela, je veux que vous définissiez ce que l'anxiété signifie selon vos termes, votre perspective à travers votre prisme. L'anxiété, c'est juste une alarme que votre corps sonne quand il essaye d'attirer votre attention, quand il a détecté, à tort ou à raison, que vous êtes dans une situation ou un environnement qui n'est pas sûr. Voilà. C'est tout ce que c'est. Donc, quand vous dites comme ça, vous dites à tort ou à raison, croyez-vous vraiment parce que j'ai écouté certaines de vos choses et il semble plus souvent qu'autrement qu'il sonne justement que quelque chose ne va pas et je pense que la plupart des gens essaient probablement de le masquer d'une manière ou d'une autre. Mais d'après vos interactions, je veux dire que vous avez interviewé des milliers de personnes, à la fois en tant qu'animateur de podcast ou de radio, même dans votre travail avec les étudiants. Vous avez interviewé des tonnes d'étudiants. La définition d'anxiété que vous avez donnée est-elle commune? Les gens la reconnaissent-ils ainsi ou c'est complètement différent? Oui, la plupart des gens voient l'anxiété comme quelque chose qui vous submerge, comme une couverture, non? Ou comme une robe de boxeur, comme si c'était une maladie comme la grippe ou le COVID, ou quelque chose que vous possédez, non? Cela devient une partie de vous, une étiquette, mais ce n'est tout simplement pas vrai, mon ami. Généralement, votre corps fonctionne parfaitement. Et quand je dis qu'il peut y être ou ne pas y être, il y a, après un certain temps, j'essaye d'attirer votre attention encore et encore et encore. Ouais, mec, ce système d'alarme sonnera constamment. Ici, voici un exemple courant. Papa n'était pas un gars sûr. Ainsi, quand la voiture de papa arrivait dans l'allée, tu savais, en tant que petit, que tu devais te placer entre papa et maman pour protéger maman. Je pense simplement aller dans ma chambre et fermer la porte. Eh bien, 20 ans plus tard, vous vous mariez et la voiture de votre conjoint monte l'allée et vous vous retrouvez simplement à terminer ce que vous faites et à aller dans la chambre, fermer la porte. Votre système nerveux a placé une épingle Global Positioning System à ce moment-là. Et il commence à discrètement sonner l'alarme et à vous pousser à agir pour commencer à vous protéger de quelque chose qui, en réalité, n'est pas menaçant. La plupart du temps, je crois que c'est correct. Ouais, votre corps a détecté que vous n'êtes plus en sécurité, mec. Parfois, il tente de vous protéger faute de nouveaux récits.
C'est donc difficile car les gens doivent alors discerner ce qui est réel, ce qui est un danger présent. Que veut-il réellement me dire sur ce à quoi je devrais faire attention et y a-t-il quelqu'un avec qui je devrais parler? Y a-t-il une boucle de traumatisme subconscient qui continue de jouer dans mon cerveau que je dois aborder, qui n'est pas réellement immédiate et urgente, qui va vraiment... Dois-je aborder cela car ce n'est pas comme... Je ne m'inquiète pas de manquer d'argent ou de payer le loyer le mois prochain, c'est irréel. Donc, quand vous regardez tous les différents types de choses qui impactent notre anxiété et nos niveaux d'hormones qui conduisent probablement à cela et notre subconscient et tout ça, d'accord, comment distinguons-nous alors ce qui est réel de ce qui ne l'est pas? Comment gérons-nous les différents types d'anxiété? Je pense... Vous le considérez comme vous le feriez pour un détecteur de fumée dans votre maison. Comme si vous alliez vers lui. Si un détecteur de fumée se déclenche à l'arrière de votre logement, vous vous dirigez vers lui pour comprendre son signal. Et la plupart d'entre nous ressentent ce système d'alarme et nous le fuyons ou nous l'engourdissions ou le but est de l'éviter. Et je pense juste que c'est une mauvaise façon de le faire. Vous vous dirigez vers cela. Qu'est-ce que vous, les gens qui traînent avec moi, me verront souvent? J'ai un tic bizarre. Je mets mon poing dans ma poitrine où je vais... Grattant légèrement mon doigt, mon ongle, je me demande que tente mon corps de protéger actuellement. Ah, l'économie est de travers. C'est cool. Ou le chèque que je pensais recevoir n'arrivera pas ce mois-ci. Il arrivera le mois prochain. Mon corps fonctionne parfaitement. Je vais bien, non? Et je pense que peut-être... Je le dirai de cette façon, madame. Si vous êtes anxieux à propos d'une chose et l'évitez, votre corps obtient ce qu'il désire, à savoir que cette chose ne vous tue pas. Cela fonctionne sur une technologie vraiment ancienne. Et donc, si la bourse vous met mal à l'aise, si d'autres personnes vous mettent mal à l'aise, si cette conversation difficile que vous devez avoir avec cette personne abusive, partenaire est ce qui déclenche vos alarmes, vous rend anxieux. Et vous l'évitez, votre corps obtient exactement ce qu'il voulait, et cela renforce cette réponse d'anxiété, vous serez égal ou plus anxieux à l'avenir. La seule façon de traverser l'anxiété, ce système d'alarme, est de se diriger droit au milieu de celui-ci. Et pour la plupart d'entre nous, je ne peux pas faire cela tout seul. Je dois avoir un groupe d'amis, je dois avoir une communauté, je dois avoir un thérapeute, je dois avoir quelqu'un pour m'accompagner parce que, au moins à court terme, je ne peux pas entendre à travers ces alarmes, sont trop fortes et j'ai besoin de quelqu'un qui marchera avec moi. Et la façon dont je le formule ainsi, nous avons une culture qui est conçue pour A, éviter tout type d'inconfort, et B, vous êtes censé tout faire tout seul. Et c'est une recette. Ce sont les deux ingrédients qui font ce qu'est l'anxiété aujourd'hui. Alors comment nous, en tant que société, je veux dire, vous travaillez avec, étudiez, comprenez les gens pour gagner votre vie? Je suis sûr que beaucoup est lié à la technologie. Je suis sûr qu'une grande partie est liée à cela. Je veux dire, même après le coronavirus, je suis certain que la situation a drastiquement empiré. L'absence d'interaction humaine n'a sans doute pas aidé. Alors comment en sommes-nous arrivés ici, à ce point que c'est si mauvais que nous pensons que nous devons tout résoudre par nous-mêmes, que nous avons oublié la communauté? Nous avons oublié de nous appuyer sur les gens et d'être ouverts et francs et, je ne sais pas, d'être simplement plus vulnérables. Comme parce que les hommes aussi aiment, ce n'est pas comme un problème spécifiquement masculin contre féminin, homme contre femme. Mais je ne pense pas que les hommes ont historiquement aussi été si vulnérables. Je pense que traditionnellement, les hommes ont été très stoïques et comprendre donc ce n'est pas comme, tu sais... Oui, mais il y a un mythe là-bas, et le mythe est que tu as raison. Je ne pense pas que les hommes avaient souvent s'asseoir en cercle et chanter Kumbaya ensemble. Mais ils ont construit des maisons ensemble. Ils sont allés chasser ensemble et ils ont protégé toutes leurs tribus ensemble. Donc, le vieux cliché que les femmes construisent une communauté genou à genou et les hommes, épaule contre épaule, je pense qu'il y a une certaine vérité généralisable là-dedans. Et c'est parti. Maintenant, je vais travailler et je m'assois dans un cubicle et j'envoie des emails, oui, tout seul, ou je travaille à la maison tout seul et nos femmes restent à la maison toutes seules ou elles vont au bureau et tout ça, nous avons juste créé la génération la plus solitaire de l'histoire humaine, monsieur, et je ne pense pas que nous l'ayons fait exprès. Je pense que nous avons un étrange nexus où nous avons un tas d'accès au capital, soit vous avez de l'argent, mon grand-père,
S'il n'a plus d'argent, il n'a tout simplement plus d'argent. Et puis quand mon père grandissait, ils ont inventé cette nouvelle technologie géniale appelée carte de crédit. Et maintenant, c'est partout. Et donc, nous avons modifié chaque interaction humaine. « Hé, puis-je avoir des œufs? Peux-tu me conduire? Et peux-tu m'aider avec mon jardin? » Tout est transactionnel. Il suffit d'embaucher quelqu'un. Ouais. Tu ne veux pas? Ouais, je ne vais pas demander des œufs à mon voisin. Je vais simplement le commander sur Instacart. Je ne vais pas demander à mon voisin de me conduire. Je vais simplement prendre un Uber. Ainsi, soudainement, nous avons eu accès à ce capital jamais vu dans l'histoire humaine. Et nous avons eu la technologie pour simplement éviter l'inconfort. Dans l'histoire humaine, vous avez toujours cherché de la nourriture. Aujourd'hui, on appuie simplement sur un bouton de notre téléphone et un gars en jeans skinny sur un fixie nous apporte notre nourriture, n'est-ce pas? Ou pendant toute l'histoire humaine, nous sommes tourmentés par un manque d'eau ou trop d'eau, eh bien maintenant nous avons des systèmes d'égouts et nous avons des salles de bain et des toilettes dans notre maison, n'est-ce pas? Nous avons donc résolu tous ces problèmes et entre-temps, l'inconfort est devenu l'ennemi et nous avons créé une culture qui, si elle est inconfortable, doit être évitée et c'est mal. Et si vous êtes mal à l'aise, vous êtes une victime, quelque chose de vraiment mauvais vous arrive au lieu de ne pas faire. Nous devons chercher cela, n'est-ce pas? Nous n'avons donc aucun confort. Je veux dire, nous avons une allergie à l'inconfort. Nous sommes tous seuls et nous pouvons résoudre tous ces problèmes avec du crédit. Et mon Dieu, nos corps n'étaient pas conçus pour ça. Vous ajoutez les téléphones portables par-dessus et c'est juste de l'essence sur un feu. C'est tout. C'est toute cette convergence de technologies qui s'est produite en même temps. Oui, un accès facile à tout, une satisfaction instantanée du jour au lendemain, et puis nous avons la pandémie et l'isolement mélangés à cela. Comme tout cela crée juste cette personne solitaire. Je comprends, aucun de ces éléments n'était mauvais pris seul. J'adore les sièges en cuir, je les adore. J'aime les pneus. Je suis ravi que ma voiture n'ait pas de roues en bois. Je suis content que toutes ces choses existent. Je suis content d'avoir un climatiseur, je suis content d'avoir de l'eau courante dans ma maison. Toutes ces choses sont géniales. Je crois que c'est ce que le coronavirus nous a fait. Je ne crois pas que le problème était coronavirus, mais plutôt certaines situations survenues pendant cette période. Mais je pense que pendant les 25 ou 30 dernières années, nous sommes allés à la salle de sport et avons enlevé tout le poids de la barre, puis un intimidateur est apparu, et nous n'étions pas assez forts pour combattre cet intimidateur. Et je pense... Peut-être idéalisais-je trop le passé, mais je crois que si le coronavirus avait frappé 5 ans après le retour des vétérans de la Seconde Guerre mondiale, le monde aurait réagi différemment. Je pense que nous tous qui allions dans des salles de sport climatisées sans poids sur la barre, et c'est bien sûr métaphorique, mais je ne pense pas que nous étions très durs. Je pense que nous ne savions pas quoi faire et nous avons tous paniqué, et nous avons brûlé nos villes jusqu'au sol. Oui, non, je suis totalement d'accord. Donc, l'inconfort crée une communauté précédemment dans l'histoire, et actuellement, nous évitons l'inconfort, nous évitons la communauté. Cela conduit à l'anxiété. Ignorons comment le fixer, nous sommes isolés. Alors d'accord, c'est une situation merdique là, voilà, c'est une situation assez merdique, d'accord. Donc la solution que la plupart des gens font en dehors de la thérapie serait une réponse saine très probablement. Ils la couvrent avec des drogues ou de l'alcool ou du travail ou peut-être l'infidélité ou quoi que ce soit. Ils la couvrent avec quelque chose. Et c'est distrayant, je pense que c'est probablement ainsi que la plupart des gens gèrent l'anxiété. Je veux dire, j'avais un ami. C'était vraiment foutu en fait, je n'ai pas vu cette personne depuis longtemps à New York et à aller au lit, il a mis une mélatonine dans un verre de vin et l'a tué, c'est vrai. Et je suis comme mec, ce n'est pas, il y a tellement de choses qui ne vont pas avec cette image particulière, mais j'ai l'impression que ce n'est pas inhabituel, non? C'est très... biologiquement, je simplifie cela à un niveau où cela peut à peine tenir l'eau, d'accord. Mais si vous prenez des médicaments pour, comme j'ai dit, les 3 S, pour le sexe, pour le sommeil, ou pour aller aux toilettes, comme des fonctions biologiques humaines de base. Comme 101, si vous devez vous médicamenter pour ceux-ci, je veux que vous vous posiez des questions sur votre environnement. Quels sont les combats que votre corps mène minute par minute, qui rendent la guerre aux fonctions biologiques, des choses qui sont câblées dans notre système nerveux, dans un autre, sur un autre disque dur, n'est-ce pas?
L'un de mes amis les plus proches sur la planète Terre est paraplégique et ses systèmes fonctionnent toujours. C'est ça, les autres systèmes, elles fonctionnent toujours. Et donc, quelque chose d'aussi puissant, d'aussi important que nous devons améliorer pharmacologiquement. Nous devons poser une question plus dure, pas pourquoi je ne dors pas comme je devrais. Comment je dors? Genre, mec, pourquoi ton corps décide à 3 heures du matin chaque matin? Il faut juste te réveiller parce qu'il a réalisé que c'est le seul. T'es la seule personne que tu as. Tu assures la provision et la protection, bien que ce ne soit pas fait pour ça. Donc, je pense que ces pathologies sont des alarmes, mec. Si tu ne peux pas dormir, demande ce qui se passe, d'accord? Pas, ouais? Combien d'autres mélatonine? C'est effrayant, mec. C'est une question effrayante, ouais. Parce que quand tu y retournes, eh bien ouais, qu'est-ce que c'est? Que fais-tu quand tu dis « Oh, je ne peux pas vivre à New York, n'est-ce pas? » Si tu crois que nous avons façonné un monde où nos corps n'étaient pas censés exister, que signifie cela? Je ne peux pas conduire cette voiture, c'est au-delà de mes moyens. Et je pourrais venir mon lobe frontal, non? Mon néocortex pourrait trouver une solution complexe. Un prêt sans intérêt pendant 72 mois sur un actif dépréciatif, ce qui est étonnant. Je peux simplement l'avoir maintenant et le rembourser en 6 ans ou 5 ans. C'est génial. Ton amygdale sait, si tu es viré, tu perds ton moyen de transport. Si tu te fais virer, ils prennent ta maison. Nos corps le savent. Peu importe à quel point nos taux d'intérêt et nos packages de prêts hypothécaires sont sophistiqués. Donc, je crois qu'il faut se poser des questions plus ardues, à savoir, pourquoi mon corps cherche-t-il constamment à attirer mon attention? Ou quand ma femme entre quand le courrier arrive, quand j'allume la télé, quand mon téléphone vibre, pourquoi mon corps passe-t-il en mode combat ou fuite? Et c'est beaucoup comme tu l'as dit. Je suis ravi que tu aies posé cette question, bien plus complexe que de savoir où mettre du ruban adhésif. Nos corps se fonctionnent bien. Je pense que le véritable virus est le monde que nous avons créé. Pour nous-mêmes, oui, donc je veux dire, même pour te prendre et sans vouloir te mettre dans l'embarras, mais tu sais, tu es un exemple tu viens d'un certain type de style de vie qui était un travail de 9 à 5 et puis tu t'es poussé vers un style de vie plus entrepreneurial avec les conférences, les livres et l'émission de radio et maintenant, il n'y a pas de limite au nombre d'heures que tu peux travailler. Parce que si tu viens de l'éducation, comme ma mère travaille dans l'éducation, évidemment, elle travaille dans la science. Je suppose que tu as travaillé. En tant que doyen des étudiants qui ressemble un peu à la psychologie, je peux dire oui, j'ai aussi été professeur. Et j'ai également fait de la recherche, mais voici mon aventure là-bas. J'étais donc de garde 24 heures sur 24, 365 jours par an pendant environ 20 ans, et c'était un W2, donc c'est un 8 à 5 plus tout le reste, n'est-ce pas? Et donc, ce travail a failli me tuer. C'était juste trop long pour ne jamais avoir une nuit de sommeil complète ou pour toujours avoir votre portable sous votre oreiller. Et puis, j'ai pris ce travail. Et pendant les 6 premiers mois environ, c'était transcendant. J'ai dormi toute heure de la nuit. Ma fréquence cardiaque est devenue beaucoup plus variable. Tout était incroyable. 2 événements ont eu lieu. Premièrement, je me suis convaincu que si tu n'es pas en train de t'effondrer 1 fois par semaine, alors tu ne travailles pas très dur. Tu ne te pousses pas. La deuxième chose était que j'avais travaillé dans un emploi salarié pendant 20 ans, et cela n'avait pas d'importance si je travaillais 24 heures un jour ou si je travaillais 12 heures pour le même salaire. Eh bien, maintenant, je suis dans un emploi où si je gagne simplement plus d'argent, je reçois plus d'argent. J'ai donc appuyé sur l'accélérateur. Vous avez sans doute vu l'interview. Elle s'est conclue par une dispute mémorable dans mon garage avec ma femme, mais ce fut un fiasco. Tu ne peux pas continuer à courir ainsi. Et je pensais que l'argent résoudrait tous mes problèmes. Je pensais que cela résoudrait mon problème d'estime de soi. Que si j'ai autant d'argent à la banque, c'est une histoire prétentieuse, vieille comme le monde. Je vais surpasser et dépasser et surperformer et surcertifier mon insécurité. Et c'est juste comme la cocaïne. Cela marche jusqu'à ta mort, non? Et c'est nul. Et voilà. Donc je n'ai même pas remarqué que tu étais en ligne, en appel. Il y avait donc une version différente de stress et d'anxiété lors de la première saison de ta carrière, et ensuite, et tout aussi potentiellement malsain, bien que cela soit génial de travailler plus et de gagner plus,
mais tout aussi malsain car il y a tout un autre problème avec cette version entrepreneuriale de l'anxiété et du stress. Donc pour ces deux personnes, ce sont deux avatars très réels de personnes qui écoutent cette émission. Il y a l'entrepreneur et le travailleur W2 assidu. Peut-être, pas toujours, peut-être. Quel est le travail que vous avez fait pour comprendre comment exister dans la vie? Et quel est le travail que vous auriez souhaité que votre version W2 de vous-même ait fait pour comprendre comment exister et fonctionner dans un espace sain de manière saine que peut-être maintenant vous faites? Mec, je crois que cette question est probablement la Question la plus importante de ce siècle en ce moment. Et voici le face-à-face qui s'est produit. Et je vais répondre à la question parce que j'ai dû revenir en arrière et me poser la question et être assez réfléchi. Je venais juste de sortir d'un livre numéro 1 que je n'avais jamais écrit auparavant, donc le fait qu'il ait grimpé et fait ce qu'il a fait était incroyable. Puis, je termine ce brouillon du deuxième parce que l'équipe d'édition veut immédiatement en sortir un autre, n'est-ce pas? Et maintenant, je parle partout dans le pays et oui, et parler pour moi, c'est à l'époque parce que l'émission n'avait pas encore explosé, mais c'est là que j'ai gagné la majeure partie de mon argent. Et puis l'émission a commencé à décoller et je suis malade. Je pense que j'avais le COVID, mais je suis malade. Ma famille venait de partir après une semaine de Noël chez moi. C'était l'un de ces Noëls qui ne se passaient pas bien. Personne ne voulait vraiment être là. C'était juste un peu gênant. Nous avons eu des Noëls incroyables. Ce n'était pas celui-là. Il faisait froid. Nous étions impuissants. Et je suis en bas dans la salle de sport à m'entraîner parce que j'ai fait de mon apparence une partie de mon identité. Je dois avoir un certain aspect. Peu importe mon âge, peu importe à quel point je suis fatigué. Je dois continuer pour éviter que vous le transformiez en gymnastique acrobatique. Et je suis malade. Je fais de l'exercice. Et mon manager appelle et dit « Hey, j'ai ces 2 nouvelles occasions de parler. » Et je commence à crier. C'était de l'argent métamorphosant pour ma famille. Et au fait, mon père était policier, mes parents de ma femme étaient enseignants, donc nous ne venions de rien. Donc tout cela est une montagne russe, sauvage, sur laquelle nous sommes maintenant. Et je crie et hurle comme si j'acclamais tellement que ma femme descend les escaliers dans le sous-sol. Et elle rit. Elle est comme « Qu'est-ce que tu fais ?» Et je lui ai dit que j'ai ça et j'ai ça. Et elle m'a rencontré au milieu et vous devez la connaître. Elle est très calme. Et elle n'est pas confrontante de cette façon. Et elle s'est approchée de moi et a dit « Je regarde mon mari mourir et je le vois acclamer à chaque étape. » Et cela s'est terminé par elle disant « John, dans le diagramme circulaire de combien je t'aime, cette part de tarte qui est combien d'argent tu gagnes est pleine. Tout ce que tu gagnes à partir de maintenant, je t'ai promis de ne jamais dire non, alors fais ce que tu désires. Mais tu ne peux pas dire que c'est pour moi et pour ses enfants, c'est pour ton ego. » Et voici la réponse à ta question que je pense être super importante pour nous tous, surtout pour les entrepreneurs. Elle s'est tournée et m'a regardé alors qu'elle s'éloignait. Elle a dit « John, nous en avons assez » et puis elle s'est éloignée et mec, j'étais tellement énervé. Après avoir surmonté la colère, qui était mon moyen de masquer ma peine et de défendre mon ego, je me suis mis en colère. Mais je n'avais pas de psychologie pour le mot « assez ». Je ne savais pas ce que cela signifiait parce qu'ils avaient été sur appel 24 heures sur 7 toute ma vie. Il y avait cette chose qui est « assez ». On continue jusqu'à ce que le travail soit fini, sinon cet enfant pourrait mourir, non? Vous devez continuer à faire ce que vous devez faire. Et donc quand je rencontre des professionnels de la santé, ou des avocats, ou des premiers intervenants, c'est leur monde. Ils reçoivent un salaire, peu importe. Ils doivent continuer à se présenter, craignant qu'une blessure survienne. D'un autre côté, on dirait que je manquais de psychologie. J'ai toujours agi à partir d'un sentiment de manque. Et donc, d'une manière étrange, je suis plus occupé maintenant que je l'étais alors. Et mon mariage ne pourrait pas être mieux. Ma relation avec mes 2 enfants est excellente. Mais c'est parce que ma femme et moi nous sommes assis au début de tout ça. Au début de chaque saison, nous nous asseyons et nous demandons « Qu'est-ce qui est suffisant pour cette saison? À quoi cela va-t-il ressembler? Tu as un livre qui sort. Tu vas être sur la route. D'accord. Voici ce qui doit être vrai relationnellement pour notre mariage. Voici les conditions pour interagir avec les enfants. Donc tu devras te lever plus tôt car je vais conduire mes enfants à l'école certains jours de la semaine pour passer du temps avec eux. Nous déjeunerons ensemble. Donc je dois ajuster mes entraînements pour les 4 prochains mois, non? Je ne peux pas tout faire. Mais c'est répondre à la question « Qu'est-ce qui suffit ?» Et pas à perpétuité, mais pour la saison suffit-il?
Je pense que les entrepreneurs c'est un cancer parce que vous obtenez 5 millions de revenus et immédiatement vos amis vous demandent « Quand allez-vous atteindre les 10 ?» Ou votre prochaine question est « D'accord, quand sort le prochain livre? Ou quand est la prochaine vente? Ou quand est la prochaine affaire? » Et une entreprise de 10 millions de dollars est une entreprise radicalement différente d'une entreprise de 5 millions de dollars et cela pourrait ne pas être vous. Et si vous gagnez 5 millions de dollars, vous avez gagné à la loterie cosmique, vous avez gagné. Mais ce n'est pas dans ce monde d'entrepreneurs, c'est quand vous obtenez 25 que vous allez atteindre 100 et ça ne s'arrête jamais. Et donc se demander, d'accord, nous en avons assez, voulons-nous faire autre chose et combien cela va nous coûter pour faire cela? Je le nomme simplement cancer du suffisant, mec. Mec, je ne pense pas que quiconque ait cette conversation avec lui-même. Je parle à beaucoup d'entrepreneurs, et je vois tellement de relations brûlées, de personnes épuisées, de personnes malades, de personnes en mauvaise santé. Et c'est triste parce que ils s'en rendent compte quand ils vendent, quand ils réalisent ce dont tout le monde rêverait en tant qu'entrepreneur. Ils vendent leur entreprise pour 20 millions, 30 millions, 40 millions, 50 millions et plus. La femme est partie, la santé est en chute libre, puis ils commencent à faire de l'exercice, puis leurs enfants ne veulent pas. Les enfants ne veulent pas parler. Ouais, Comme dans... Ouais, c'est peut-être impopulaire, mais je me souviens avoir regardé ce documentaire incroyable sur Michael Jordan que Entertainment and Sports Programming Network a diffusé. J'ai oublié le nom, mais c'était incroyablement bien fait. Mais il y a une scène à mi-chemin de cette série où Michael Jordan est assis sur un canapé dans sa chambre d'hôtel et il regarde la caméra. Il est tout seul et il ne peut pas aller aux toilettes dans le hall parce qu'il va être assailli. Il fixe la caméra et déclare « Tu ne désires pas ma vie ». Il a signé un contrat de près de 90 millions, qui à l'époque équivalait à 80 milliards de dollars pour nous. Je continuais à penser, en regardant ce documentaire, au plus grand joueur de tous les temps. Il y avait 6 morceaux de tissu accrochés depuis ce gymnase, non? C'est 6 bannières de championnat du monde. Et plus je regardais cette chose, plus je me demandais pourquoi tu vas perdre tes enfants et ta famille, et ta vie, et ta capacité à te déplacer chaque humain qui est avec toi, et sur une liste de paix. Comme tu n'as pas d'amis proches qui pensent à toi avec rire et joie et chaleur. Personne quand ils ont quelque chose de cool à partager. Pense à toi pour appeler comme pourquoi. Et je pense que c'est un exemple sensationnel. N'est-ce pas le plus grand joueur de basket de tous les temps, mais l'image était parfois pour être le plus grand. Cela te coûte tout, et je veux toujours que les gens se demandent comme « Connais juste le coup, mec, vas-y si tu veux le faire, mais ça va te coûter ton âme, et tu vas obtenir ce dépôt de 20 millions de dollars. » Et mec, je me souviens que lorsque mon premier livre a atteint le numéro 1, j'ai appelé ma mère, j'ai appelé ma femme, Dave Ramsey m'a appelé, il criait et hurlait au téléphone, et puis je suis retourné à la chambre d'hôtel. Et je n'avais personne à appeler. Et c'est l'un des moments les plus solitaires comme maintenant, quoi. Et donc, je veux juste que les entrepreneurs se demandent ça pourquoi qu'est-ce que je suis sur le point de manquer X, Y et Z pour. Et ça pourrait valoir le coup, mec. Ça pourrait valoir le coup. Je manque beaucoup de choses parce que c'est un jeu final auquel je joue. Mais Pourquoi, quand ta femme t'a demandé, ou plutôt t'a dit, tu sais, Tom, nous en avons assez. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour les enfants. Alors, comment fixez-vous maintenant des objectifs et quelle est votre nouvelle étoile du Nord? Parce que c'est une pilule difficile à avaler. Tu te rends compte que tout ce que tu fais est maintenant pour ton ego si tu crois ce qu'elle a dit. Si tu considères ce qu'elle a dit comme vrai, et je suis curieux de savoir si tu penses qu'elle avait 100% raison. 100%, d'accord. Alors, comment tu vas à la prochaine réunion, la semaine prochaine, et fixe un objectif quand tu sais que c'est juste pour toi-même? Parce que maintenant, je résous le premier objectif, la première variable que je résous est la paix. C'est tout. Qu'est-ce qui me procurera la paix dans les 6 prochains mois? Et parfois, cela signifie traverser des moments infernaux, n'est-ce pas? Les Navy Seals s'entraînent très dur pour pouvoir avoir de longues périodes de paix, n'est-ce pas? Donc, chercher la paix ne signifie pas capituler. Résoudre pour la paix implique un voyage de 5 mois. Je vais être à la maison 3 nuits par semaine et parler et sortir, faire des choses les 4 autres nuits de la semaine. Donc ça, n'est-ce pas? Et donc je cherche toujours à résoudre pour la paix, puis je résoudrai pour les réalisations, puis je résoudrai pour l'argent, puis je résoudrai pour d'autres choses. Mec, obtiens ta 2e maison,
obtiens ta troisième maison, achète cette ferme dans cette ville et fais ces choses, mais qu'elles aient un but, n'est-ce pas? Et tant que je cherche à résoudre pour la paix, j'aurai des saisons chaotiques, mais elles seront intentionnelles, et. Sinon, tu essaies de trouver la paix au milieu du chaos. Et mec, l'alcool fonctionne vraiment bien, ouais. J'allais dire ceci, le Xanax fonctionne bien, dormir avec quelqu'un d'autre t'apporte la paix pour un instant, et ensuite, ça détruit tout. Ça ajoute juste plus de chaos au feu, n'est-ce pas pour nous? Et donc, résolvons pour la paix. Et faisons de l'ingénierie inverse. Notre vie de cette façon, j'adore ça, j'écoute cette histoire et j'adore ça. Tu sais, tu écris un livre pour les autres et tu enseignes pour les autres, mais tu t'enseignes aussi à toi-même. Je le vis, oui, me faisant une supposition. Mais je pense que tout ce que tu mets dans le monde, c'est comme ça que je fonctionne. Quand je tweete quelque chose ou quand je publie un post, genre, ouais, peut-être que les gens pensent que c'est cool. Ils retweetent. Genre, je suis, mec. Juste en train de me parler à moi-même. C'était une note pour moi-même que je devrais être en train d'apprendre. Oui, je veux dire, chaque fois que j'écris comme ne criez jamais à vos enfants à nouveau, mec, c'est une note pour moi-même. D'accord, c'est moi, pas vous, qui fait la leçon. Vous savez, voici l'autre. Voici comment cette histoire s'est terminée. Je suis parti. J'ai séjourné dans un hôtel pendant environ 1 semaine à 10 jours. Je suis dans les parages, c'était plus d'1 semaine. Et j'ai recommencé le livre depuis le début parce que j'ai réalisé à ce moment-là que je ne vivais pas les principes du livre que j'écrivais. Je faisais des conférences aux gens, et alors je suis parti, et je suis allé m'asseoir dans un hôtel entouré de plein de bonbons gélifiés, et je me suis installé au bar, et j'ai dit « Hey, moi aussi, essayons de comprendre cette chose », et c'était une expérience totalement différente parce que je ne vivais pas les choses dont je faisais des conférences à l'Amérique, et j'avais créé une maison très, très anxieuse, et ma femme, mes enfants et moi, nous méritons tous plus. Donc, l'anxiété dans ce cas particulier, avant que vous ayez corrigé et résolu et pris une nouvelle perspective sur ce que vous écriviez et ce que vous enseigniez et ce que vous mettiez dans le monde, l'anxiété était très liée à votre identité, n'est-ce pas? Tout était lié à qui vous êtes et à l'aboutissement de votre vie et de votre travail. Donc, si vous alliez le faire, et je pense que peut-être l'une des premières choses que les gens peuvent faire en dehors de simplement se regarder bien en face est de trouver un moyen d'éliminer le stress et l'anxiété de leur identité. Donc, ne vous sentez pas comme si c'était qui ils sont. C'est juste une partie de leur vie qu'ils pourront, on l'espère, enfin résoudre. En dehors de vous éloigner, d'aller à l'hôtel, de vous installer au bar, de prendre des verres gélifiés ou autres et d'écrire votre livre, comment avez-vous commencé à éliminer les parties négatives de l'anxiété et du stress qui étaient incluses dans votre être de votre identité afin que vous puissiez fonctionner en tant que personne qui peut maintenant essayer de le réparer? Est-ce que cela a du sens? Oui, bien, je veux dire, ça paraît sémantique, mais je n'ai pas tenté de supprimer l'anxiété. J'ai essayé d'être honnête sur ce que mon corps essayait de me dire. Mon corps essayait de me dire que je devais me reposer. Mon corps essaye de me dire que je dois me reconnecter avec ma femme. Vous menez tous les deux des vies parallèles dans la même maison. Tu dois réparer ta relation avec tes enfants. Donc, l'anxiété avait raison. Mon corps fonctionnait très bien. C'était moi qui demandais, d'accord. Quels sont les problèmes? Où sont les incendies dans ma maison que je dois éteindre pour que les alarmes cessent de sonner? Si je m'occupe des incendies, les alarmes se règlent d'elles-mêmes. Et je ne veux pas vivre dans une maison sans alarme, soit dit en passant. Le but n'est pas d'éliminer l'anxiété de votre corps. Le faire pharmacologiquement peut vous tuer. Votre maison brûlera. Je veux que ces alarmes se déclenchent. Je dois juste savoir que quand elles se déclenchent, c'est mon corps qui essaie. Comme le dit Wendy Suzuki, Dr Suzuki, elle dit « L'anxiété est une amie, mec. Elle essaie juste d'attirer ton attention, mec. » Et moi, je veux qu'elle attire mon attention pour que je puisse résoudre le problème qu'elle pense être à... Alors, vous savez, quand vous regardez même, vous savez, le nom du livre est « Une vie non anxieuse ». Donc en réalité, ce n'est même pas ce que vous essayez d'atteindre. Le résultat sera que l'anxiété ne vous affectera pas au même degré, mais en fin de compte, il s'agit de comprendre d'où elle vient. Oui, et donc suivez le chemin, monsieur. Et si vous faites ces choses régulièrement, bien sûr, vous allez avoir des épreuves, vous allez avoir des tribulations. Votre mère va avoir un cancer, votre femme pourrait tromper, des choses vont se passer dans votre vie. Mais votre corps saura toujours que vous êtes aux commandes.
Et il n'a pas besoin de sonner les alarmes parce que il peut gérer si vous avez une marge, une fondation construite. Success Story est un podcast du réseau HubSpot. D'autres podcasts remarquables dans le réseau incluent Ops Authority de Nathalie Gingrich. Chaque semaine sur Ops Authority, Nathalie découvre des stratégies applicables pour faire avancer votre entreprise et des histoires de transformation de propriétaires d'entreprises puissants qui valorisent les opérations. On ne peut pas négliger les éléments de l'arrière-plan qui doivent interagir et s'harmoniser pour construire une marque, générer un mouvement ou perturber une industrie. Si le côté opérationnel de votre entreprise est un désordre, éteindre les incendies sera toujours la priorité, ne laissant aucune place à l'innovation créative, à la visibilité ou au réseautage avec des pairs puissants ou même des pairs qui aspirent à être puissants. Vous devez mettre de l'ordre dans votre maison. Pour ce faire, écoutez l'autorité des opérations où vous obtenez votre podcast. Alors, j'aime les cadres et celui que vous avez construit est joli. Donc, 6 options sont disponibles. Expliquez-moi ce que ces choix résolvent. Donc maintenant, nous avons compris que l'anxiété ne se dissipe pas facilement. C'est un signal? Écoutez le signal. Donc, ce livre que vous avez écrit est construit autour de 6 choix. La réalité, la connexion, la liberté, la pleine conscience, la santé, la guérison et la croyance. Alors, pouvez-vous m'expliquer ce que sont ces choses? Comment? Ce ne sont que des mots pour moi. Comment m'affectent-ils? Comment les appliquer? Quelle est la routine? Quel est le plan d'action? Quel est le contexte pour que ces éléments m'aident à démarrer dans la bonne direction? Donc, je pense qu'en les étiquetant comme des choix, au début, quand j'envoie le brouillon à quelques-uns de mes amis qui sont dans les professions de nerd académiques ou cliniques ou quoi que ce soit, et leur première réaction a été que personne ne choisit d'être anxieux. J'ai dit, vous avez raison. On ne choisit pas, mais on est lancé dans la vie, et notre corps sonne l'alarme, non? Nous allumons des feux, provoquant ainsi le déclenchement des alarmes. Et donc, j'ai essayé de prendre toute la neuroscience et tout le blabla, 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 perdrix dans un poirier et de le réduire à quels sont les 6 éléments les plus courants qui déclenchent l'alarme de notre corps? Et c'est bien ce chemin, non? Pour la majorité, si on vous dit « Hey, tu dois commencer à faire de l'exercice ». Pour moi, c'est facile, je me sens bien. Je fais de l'exercice toute ma vie, j'adore ça. Si vous insistez pour que je consulte un médecin et fasse un bilan sanguin annuel, même si je n'aime pas voir des médecins, je le ferai. Si vous suggérez que je dois faire face à mon traumatisme d'enfance, allez au diable. Je ne le fais pas, non, je suis bien. Je vais faire preuve de flexibilité et regarder combien d'argent j'ai gagné, n'est-ce pas? Ou si vous me dites d'être attentif, il se peut que votre pouvoir réside dans votre colère et votre rage et vos réponses sarcastiques et spirituelles ou la façon dont vous vous collez au pare-choc de quelqu'un quand il vous coupe la route. C'est là que vous vous sentez puissant. Alors quand je vous dis « ce gars vous a coupé », retirez votre pied de l'accélérateur pour une seconde, laissez-le passer et continuez votre journée. Vous pourriez dire ça, je ne peux pas. Donc souvent, les gens travaillent sur ce chemin et certains éléments sont vraiment faciles. Quelques-uns d'entre eux sont un défi et quelques-uns ressemblent à un cauchemar. Je suggérerais à vous deux de commencer par la partie facile, puis d'aller directement vers la partie cauchemardesque. Pourquoi résistez-vous autant à rembourser tout ce que vous possédez? Je me fiche de vos taux d'intérêt, je me fiche de la valeur nette, je me fiche de toutes ces conneries. Si votre corps sait qu'ils ne peuvent pas me renvoyer, saisir ma maison, ma voiture ou ma nourriture pendant 9 mois car j'ai ma propre réserve d'urgence, vous dormirez certainement mieux. Je vous promets, vous serez capable de gérer les choses dans votre mariage différemment que si j'ai un prêt hypothécaire et je prends ça. J'ai pris un crédit hypothécaire pour investir ici. Ensuite, je fais comme Robin des Bois. Votre corps va constamment vous hurler dessus. Vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité, vous n'êtes pas en sécurité, vous pouvez prendre la maison. Et donc, c'est le point, c'est le chemin. Et c'est juste, c'est comme se brosser les dents et mettre du déodorant tous les jours. Comment ai-je appelé l'ami aujourd'hui? Est-ce que je me suis arrêté pendant 30 secondes pour regarder ma femme dans les yeux et lui dire que je l'aime? Est-ce que j'ai communiqué avec mes enfants? Ai-je fait du sport aujourd'hui? Ai-je vraiment besoin de ce sac de friandises? Dois-je prendre rendez-vous avec un conseiller juste pour faire le point sur moi-même? Et cela deviendra une partie de notre vie. Et puis, ce qui prend quelques heures, au début, prend environ 5 minutes. Je me suis assis dans un avion hier. Je suis assez énervé. J'ai voyagé comme un fou. Et j'ai décroché. Mec, j'ai essayé d'obtenir un peu plus de fraîcheur. J'ai demandé à Joko. Nous organisons un événement ensemble. J'étais genre, hey, j'ai besoin d'un truc cool. Il n'y en a pas. C'est juste un journal. C'est juste un journal intime. Je le traverse vite, mec. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous signaler? Eh bien, mec, j'ai fini avec comme 2 pages et demie. Comme, oh, ma vie est folle en ce moment. Oui, bien sûr, je suis anxieux. Et donc,
Je ne vais plus faire la guerre à mon corps, mec, je vais juste comprendre et ensuite je vais prendre la prochaine. La prochaine chose que je peux contrôler, l'une des plus, je vais te demander et ensuite j'aurai mon propre avis, mais je suis curieux de savoir lequel tu penses sortir de. Ces 6 personnes ont le plus de mal avec parce que j'ai mes propres pièces, mais je veux entendre, tu sais, tu as fait le travail. Alors oui, qu'est-ce que tu ressens? Globalement parlant, quoi? J'appellerais ceux qui suivent la religion de théorie, ils luttent avec la partie du choix de la liberté, le désordre et le calendrier et les limites et les finances, juste parce qu'il y a, comme je ne vais pas rembourser mon prêt hypothécaire à 3% parce que je fais 4% sur le marché. Comme s'ils essayaient d'en faire un problème de maths, et ce n'est pas le cas. L'anxiété n'est pas un problème de maths. Je dirais que les 2 plus grands défis sont la connexion et comme tu dois avoir une communauté. Je crois que c'est dur pour les individus de le faire aujourd'hui. Considérant les statistiques sur l'obésité, choisir la santé et la guérison est très difficile. Je pense que croire est un cauchemar pour beaucoup au 21e siècle. J'allais choisir les croyances parce que j'aime l'idée que, tout d'abord, on peut entamer une conversation sur Dieu et comment nous vivons dans une société sans Dieu, et Dieu est un tas de choses différentes pour différentes personnes. Mais j'aime le concept que si vous ne croyez pas en une religion institutionnalisée ou formalisée, le christianisme, le judaïsme, l'islam, choisissez une religion orientale, l'hindouisme, le bouddhisme. C'est que si vous ne croyez pas en quelque chose de formalisé, vous avez un Dieu. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ce que c'est. Ça pourrait être le travail, ça pourrait être la pornographie, ça pourrait être les femmes, ça pourrait être la drogue, ça pourrait être l'alcool. Ça pourrait être quelque chose que vous pensez être sain, mais vous le vénérez certainement. Et vénérer quoi que ce soit n'est pas génial, bien que ce soit beau. David Foster Wallace, ouais. Citation, comme il était athée, il disait que nous sommes faits pour adorer et que vous adorerez quelque chose, et si vous adorez la beauté, vous ne serez jamais assez beau, vous verrez toujours chaque ride, et si vous adorez l'argent, il y aura toujours quelqu'un avec une voiture plus belle, une maison plus grande comme vous adorerez quelque chose et donc... La question est, qu'adorez-vous? C'est potentiellement plus risqué si, qu'importe votre religiosité, comme moi, cela ne change pas qui vous êtes. Si vous ne croyez pas en une religion formalisée, vous n'êtes pas conscient de ce que vous adorez et de l'idéologie que vous soutenez. Eh bien, vous ne vous en rendez pas compte. Je pense que nous intellectualisons cela. Je pense que vous ne réalisez pas. Votre système nerveux comprend que vous êtes fixé sur l'absence de rides. Et maintenant, vous êtes passé des soins du visage au Botox. Maintenant, vous êtes passé du Botox à la chirurgie. Maintenant, vous êtes passé de la chirurgie à comme si le chemin ne se terminait jamais. Mais votre corps sait que nous sommes ancrés dans quelque chose d'instable. Le centre ne peut pas se maintenir. Et moi, je suis un gars chrétien, comme ma famille est chrétienne, c'est notre gang. Mais moi, l'approche dans ce chapitre était très anthropologique et psychologie évolutionniste, pour toute l'histoire de l'humanité. Les gens sont sortis de leur tente, sont tombés au sol et ont levé les yeux vers le ciel en disant « Cher Dieu ou Dieu, s'il vous plaît, faites qu'il pleuve ou ma famille mourra. » Puis, sur les 150 dernières années, nous sommes devenus si arrogants et nous pensons que nous sommes le centre de l'univers. Et je pense que nous nous en rendons tous compte. En ce moment, nous avons brûlé la dernière de nos institutions pendant le COVID. L'éducation, le gouvernement et toutes sortes de récits religieux qui nous unissaient. Et je pense que nous sommes devenus complètement détachés. Nous, en tant qu'êtres humains, n'avons jamais été conçus pour flotter comme des ballons. Nos corps nous incitent à nous reconnecter. Actuellement, notre seule connexion culturelle, notre seul facteur unificateur, c'est qui nous détestons en commun. Nous n'avons pas d'unification, mais nous allons tous ensemble dans cette direction. Et donc, vous devez croire en quelque chose de plus grand que vous-même. J'ai des amis athées qui comprennent parfaitement et croient. Ce n'est pas une question de croyance, mais ils sont vraiment... Je suis né, je vais vivre, mourir et devenir une partie du sol, tout comme cet arbre. Ils comprennent qu'ils font partie de quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Et il y a des individus mondialement connectés à divers systèmes. Le point est que vous devez avoir quelque chose de plus grand que vous-même auquel vous êtes connecté, où votre corps ne vous laissera pas vous reposer. Il ne peut pas... Et quelle est
la chose saine à laquelle se connecter pour la personne qui y est, disons, laïque, peut-être même athée, qui n'y a même pas beaucoup réfléchi. Le concept de « je suis né, je meurs », tu sais, je me décompose, je deviens un arbre. C'est même un niveau plus loin que certaines personnes qui sont laïques, qui ne pensent tout simplement pas, elles font juste, elles n'y pensent même pas. Alors que suivez-vous? Un mot moins sexy et c'est presque comme un mot culturellement inapproprié. Pour se connecter à quelque chose de plus grand que soi, le mot est soumission. Et toute notre culture est centrée autour de nous. Ne nous soumettons pas, nous ne tapons pas, nous n'abandonnons pas. Et ce que je dis aux gens, c'est qu'à un moment donné, vous mettrez un genou à terre, que ce soit face au cancer, à la mort de votre conjoint ou à celle de votre enfant. J'ai trop souvent été avec des personnes dont l'enfant est décédé dans la pièce voisine durant ma carrière. Il viendra un moment ou plusieurs moments où vous serez humilié. C'est pourquoi AA est si puissant. Je ne peux pas maîtriser cela, c'est trop pour moi. Je le confie à quelque chose de plus grand. Ça est pareil. Les joueurs anonymes le sont pareils, vous devez vous soumettre, et donc pour l'athée là-bas, pour la personne qui essaie que juste de travailler dur et de gagner et de se transformer en un joyau mince et qui pense que le prochain certificat, la prochaine voiture va leur apporter cette paix ancrée. Admettez que votre carte ne va pas se terminer à une destination où vous voulez arriver et ensuite, vous devez rétro-concevoir à quoi ressemble une soumission pour vous, mais vous devez regarder à un moment donné, vous regarderez le ciel et direz « Je ne peux pas, s'il vous plaît, aider et je pense que c'est le moment, n'est-ce pas? Et c'est là que Jésus ressent cela pour ma famille, pour moi, et comme je le dis, tout le monde le ressent à différents endroits, mais c'est ce moment de soumission. Ce n'est pas ça. Je ne peux plus le porter car la soumission est le premier pas vers la connaissance de soi. Si vous ne pouvez pas vous soumettre et penser quelque chose de plus grand que vous, pourquoi penseriez-vous qu'il y a un problème avec vous, n'est-ce pas? Eh bien, je pense que les gens savent que quelque chose ne va pas. Ils savent qu'une solution sous forme de pilule existe. Pour chaque boisson, il y en a une autre. Il y a une nouvelle série Netflix avec une autre femme que les spectateurs peuvent de swiper à droite et un homme comme dans la boîte. Ce n'est pas leur mari, n'est-ce pas? Ils continuent encore et encore et encore et encore. Mais je pense, au fond, oui, ça, et c'est un livre sur la réflexion. Mec, comme rétroconcevoir votre vie, j'aime comment Peter Attia parle de médecine. 3.0 comme nous sommes vraiment bons pour résoudre les problèmes médicaux. Mais que se passerait-il si nous travaillions vraiment dur pour repousser le temps qu'il vous faut pour réellement avoir un de ces problèmes médicaux? C'est l'enfer, n'est-ce pas? Et donc, mec, nous sommes vraiment bons pour jouer à whack-a-mole avec les symptômes d'anxiété, avec toutes sortes d'agents pharmacologiques et différents hacks et trucs de sommeil et température, comme nous pouvons hacker notre chemin vers toutes sortes de choses. Mais mec, que se passerait-il si tu te mettais juste au milieu de ça et disais que se passerait-il si mon corps s'endormait simplement la nuit? Parce que j'étais fatigué, que se passerait-il si je buvais du café le matin parce que je le voulais, pas parce que je dois, et que se passerait-il si moi et ma femme, nous nous disputions, je savais qu'elle m'aimait, elle ne va nulle part, et je pourrais dire « Hey, voici ce qui me passe par la tête, c'est juste une façon paisible de vivre. » Ou dans le livre, j'ai écrit sur mon cousin juste pendant que je termine le livre, il vient de mourir, juste un accident, il est juste mort, oui, et la paix n'était pas que ma famille allait vivre éternellement. Pendant 15 ans, ma femme et moi avons durement travaillé pour ne devoir rien à personne. Et nous ne sommes pas super riches. Nous avons travaillé dur, conduisant des Corolla et vieux F-150. En gros, nous roulions dans de vieilles guimbardes et achetions des maisons plus modestes. Et donc la paix n'était pas que les gens n'allaient pas vivre de tragédie. La paix était, mec, nous avons juste pris quelques vols Southwest et un hôtel et j'ai pu aller et... J'ai eu le privilège d'être très triste. C'est ça la paix, non? Le deuil et la tristesse sont justifiés, mais il n'y avait pas d'angoisse sur comment réaliser ceci, emprunter cela ou solliciter l'aide d'un ami pour sa carte de crédit. Ce n'était pas la paix, la vraie paix, c'était que je pouvais juste me présenter. Respirer. Vous savez, il y a un concept appelé, vous connaissez ce concept dont vous parlez, mais être antifragile, oui, et c'est l'un des plus grands... Meilleur livre de... Je l'adore. Mais pensez-vous que les gens interprètent mal ce que signifie antifragile dans le sens où vous surmonterez l'adversité à tout prix, vous pousserez à travers, vous n'écouterez pas les signaux, vous deviendrez insensible au monde extérieur et vous gagnerez en dépit de tout le monde?
Est-ce que c'est ce que plus de gens considèrent comme étant antifragile plutôt que ce qu'ils devraient réellement considérer comme antifragile? Eh bien, oui, parce que, je veux dire, Taleb est tellement clair là-dessus. Je ne sais pas comment notre culture a tordu cela. C'est juste comme la culture du travail acharné, non? Ouais, c'est comme un message sous cocaïne et Red Bull qui a totalement raté l'essentiel. L'essentiel d'être antifragile, c'est d'être incroyablement conservateur et sûr dans certains domaines, afin que vous puissiez être un peu imprudent dans d'autres domaines. Et si l'imprudence paye, vous gagnez de manière exponentielle. Et si tout s'effondre, vous devenez en réalité plus fort parce que vous êtes tellement enraciné, vous êtes tellement ancré. Alors, à quoi ressemble l'antifragilité dans ma vie? Je vais dépasser surinvestir dans mon mariage. Je n'investis pas imprudemment dans mon mariage, je ne dépense pas sans consulter ma femme. Ma femme et moi faisons des projets. Nous discutons de mon programme de livres, nous discutons de mon programme de conférences. Les gens me traiteront de simple, me diront stupide et idiot, peu importe. D'accord. Je vais surinvestir non pas pour glorifier mes enfants parce qu'ils ne sont pas le centre de mon foyer, mais je veux que mes enfants sachent que la maison de papa, la maison de maman est toujours l'endroit le plus sûr où vous pouvez venir. Il peut toujours rentrer à la maison. Ils doivent le ressentir dans leur système nerveux, pas seulement en paroles. Je surinvestis donc dans ce domaine. Et en surinvestissant dans ces domaines, je surinvestis dans l'exercice, je prends soin de mon corps. Je surinvestis dans la thérapie pour avoir l'esprit clair afin de pouvoir descendre en rappel sur le côté et me dire « Écrivons un 3e livre numéro 1 en 3 années consécutives. Faisons une tournée de conférences sans arrêt. Faisons encore beaucoup plus de spectacles parce que maintenant je peux sortir et je joue avec de l'argent qui n'est pas le mien parce que les choses qui comptent, ma femme, mes enfants, ma famille, les finances, tu ne peux pas me prendre ma maison parce qu'elle est à moi. Maintenant, cela me permet de jouer avec de l'argent de Vegas et mec, maintenant, on va bien s'amuser. Et si je perds de l'argent de Vegas, c'est nul, n'est-ce pas? Mais tu ne peux pas prendre ma maison. Et la plupart d'entre nous ne réalisent pas que nous jouons avec de l'argent emprunté. Nous ne jouons pas avec de l'argent de maison. Et donc oui, nous avons rencontré, nous sommes tellement à gauche et ton amygdale le sait. Et donc oui, antifragile est un... Je ne vais rien faire qui, si cela tourne mal, me fasse tout perdre. C'est une pierre angulaire de l'antifragilité, correct? Nous avons raté ça. Nous l'avons totalement raté. Et tu viens juste de mentionner quelque chose qui a été comme une ampoule pour moi. T'as dit, j'investis dans ma famille. J'investis dans ma femme. Je communique tout ce que nous faisons. Les gens m'appellent un simp. Il y a une contre-culture totale de non-respect et de non-surinvestissement. Et d'être cela isolé, cette île d'une personne. Et c'est ce qui conduit les gens à penser que, oh, si vous vous occupez d'une femme ou de votre partenaire, c'est ridicule. C'est ridicule. Et je veux juste comprendre si vous avez une opinion sur comment nous en sommes arrivés au point où essayer de poursuivre un mariage super fort, sain, surinvestir, une communication claire et toutes les choses qui sont si géniales. Pourquoi cela est-il considéré comme une chose négative? Parce que c'est difficile. Et c'est vulnérable. En cours de route, car c'est le truc, Esther Perel dit que chaque relation est un risque quotidien. Chaque instant d'une relation est risqué. Je m'en fiche si vous avez rencontré quelqu'un il y a 30 minutes ou si vous êtes marié depuis 40 ans. Vous vous réveillez toujours chaque jour en disant « c'est moi, m'aimes-tu encore ?» Et les hommes modernes sont de tels lâches qu'ils évitent cette confrontation et ils empruntent beaucoup d'argent pour obtenir des voitures brillantes et ils se dopent pour obtenir de gros muscles et ils vont se faire coiffer parfaitement et ils se font épiler parfaitement et ils font tailler leurs chemises et jeans pour éviter de regarder quelqu'un en face à table ou de regarder la personne endormie à côté de vous dans le lit en disant « c'est tout moi, m'aimes-tu encore ?» Et nous sommes de tels lâches, de tels lâches. Et je veux dire, regardez, allez voir les films hollywoodiens, allez voir Trois Saints, allez voir ceux-là. Les films spartiates, ces mecs étaient enfermés à leur système familial et c'est ce qui leur a permis de s'entraîner comme des maniaques, puis de sortir pendant 2 ou 3 ou 4 ans ou quoi que ce soit. Donc ils sont tellement ancrés dans leur tribu, leur système. Et maintenant, mec, nous avons ces faux systèmes avec plein de frères pilules rouges sur le web. C'est à cela que je réfléchissais. Tu penses tout lié, mec, tu ne connais pas ces mecs
Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu ne connais pas ces mecs. Et c'est quand tu traînes avec de vrais comme j'ai entraîné le MMA pendant longtemps et certains de ces mecs sont devenus pros. C'est quand tu traînes avec des combattants pros que tu sais qui ils sont. En général, les gars les plus sympas de la pièce tout le temps, parce qu'ils n'ont rien à prouver. Il y a quand tu traînes, il y a toujours des idiots partout, mais quand tu traînes avec des gars qui ont une valeur nette folle, multiple, ils sont les gars les plus adorables, ils sont hilarants. C'est comme si je n'avais rien à prouver, ils n'ont rien à prouver. C'est ce terrain d'entente, le mec qui est totalement fragile, complètement seul, et pense qu'il a regardé beaucoup de films de John Wick et a regardé beaucoup de vidéos YouTube et prend des cours de Jiu-Jitsu et il pense qu'il a compris le monde. Il y avait une sacrée nana dont je perds le nom, je crois qu'elle venait de l'université de Houston. Il y a une chercheuse qui a essentiellement dit que s'il y a une décomposition sociétale systématique, si tout ce que tu sais, tout s'effondre, mec, le plus grand rempart contre tout cela n'est pas une cinquantaine de cales dans ton jardin. Le plus grand rempart contre tout qui s'effondre est d'avoir une relation extraordinairement solide avec tes voisins. Donc, si tu veux être contre-culturel et anti-fragile, apprends à connaître les gens de ton quartier. Apprends à connaître les gens qui vivent au-dessus et en dessous de toi. Sois le gars qui sait « Hey, je vais aller chercher ses médicaments pour lui parce qu'il est un vieux monsieur à Walgreens. » Et si tout s'écroule, il aura de la soupe, non? Il sera le gars qui te laissera boire un peu de son eau. Et c'est trop facile d'éviter cette effrayante question ancestrale. Suis-je suffisant et m'aimes-tu? Nous avons donc créé ce monde virtuel sur Internet qui dit que vous pouvez complètement l'éviter. Eh bien, il semble que ce que nous vivons, ce sont des taux de divorce plus élevés que jamais. Et vous savez, je ne veux pas trop m'égarer. Ce sont tous des sujets très, vous savez, complexes. Je ne veux pas les simplifier à l'extrême. Mais je pense que beaucoup se résument à ce dont nous avons discuté aujourd'hui. Donc des taux de divorce plus élevés, peut-être un peu la mort de la famille nucléaire. Et puis cette étrange contre-culture de la pilule rouge que vous voyez, et ces gens, vous savez, les jeunes hommes qui ne sortent pas ou qui n'ont pas de partenaire sexuel et c'est tout. Et puis il y a tout un autre côté du spectre qui est aussi étrange et bizarre et trop éveillé, et trop à gauche et trop à droite et des extrêmes des deux côtés. Et je suis Canadien, donc je n'ai pas réalisé les extrêmes que vous voyez même aux États-Unis. Culture jusqu'à votre venue ici, des extrêmes exceptionnels. Mais cela revient à ce que nous disions plus tôt à propos de notre allergie à l'inconfort. Et nous sommes guidés par nos sentiments. Si je ne le ressens pas actuellement dans mon mariage, nous prononçons des phrases insensées comme « Eh bien, je suppose que ce mariage a simplement suivi son cours. » Non, tu as laissé tomber. Et c'est toi qui peux abandonner, tu peux faire ça autant que tu veux, mais ça ne s'arrête pas juste là si tu es mené autour comme si tu avais un anneau nasal et que tu étais mené comme un taureau par tes sentiments. Ta vie va être un désastre parce que il y a des saisons où le travail est juste ennuyeux, il y a des saisons de parentalité, c'est misérable, c'est juste ennuyeux, il y a des saisons de mariage qui ne sont pas des feux d'artifice et des publicités du Super Bowl, c'est juste ennuyeux. C'est juste jour après jour, et le sexe est ennuyeux, et faire à manger et nettoyer, c'est ennuyeux. C'est juste ennuyeux. Et c'est toujours juste. Tu sais ce que je veux dire. Et donc, nous avons juste une allergie à l'inconfort, et nous ne savons pas comment dire ensuite « Hey, partenaire, j'ai du mal à me sentir vivant. » Pouvons-nous construire quelque chose de nouveau? C'est comme « Oui, nous le pouvons. » Je me souviens quand ma femme est tombée enceinte de Hank, nous avions eu plusieurs années d'infertilité. C'était compliqué, et puis ma femme est tombée enceinte de mon premier fils, ou mon seul fils, mon premier enfant, et je me souviens qu'au bout de 3 ou 4 mois, je me disais, d'accord, dans 9 mois, je retrouve ma vie, et puis Hank est né, et je me suis dit, d'accord, ça va probablement prendre plus de temps que ça, donc dans 9 mois de plus ou 1 an, je vais retrouver ma vie. Cette vie où je pouvais simplement sortir, manger quand nous voulions, nous pouvions sortir, manger quand nous voulions, nous pouvions nous embrasser quand nous voulions, nous avions juste de l'argent supplémentaire à dépenser, et ce n'est que jusqu'à... Mon fils avait 3 ou 4 ans que j'ai réalisé « Oh, cette vie est terminée maintenant. » Je suis face à 2 choix. Vivre une vie tranquille de désespoir, abandonner tout, regarder beaucoup la télé, arrêter le sport
et ne plus investir dans mon mariage ou construire quelque chose de nouveau. Nous n'avons jamais été mariés avec un enfant, donc nous devons construire un nouveau mariage. J'ai maintenant 2 enfants, dont un qui va au lycée. Je suis celui qui n'a jamais été marié et qui a un enfant au lycée. Ma femme et moi préparons un nouveau mariage cet été. C'est maintenant la chose la plus excitante et amusante car nous pouvons de nouveau poser toutes ces questions intéressantes comme « Qu'est-ce qui te plaît? Que lis-tu? À quoi penses-tu? As-tu besoin d'espace? Moins d'espace? Plus d'espace? » Toutes ces choses sont incroyables et excitantes et amusantes et elles réinjectent de la vie dans ton monde et tu n'as pas à te cacher de toutes les choses effrayantes. Tu peux te jeter en plein milieu de tout ça. Et tout cela se trouve de l'autre côté du travail acharné. Tout cela à cela. Mec, on dirait que tu as déniché une liste secrète de toutes les caisses de savon de Delaunay, mec. C'est génial. Non, je t'écoute simplement. Tu es un excellent modèle et j'adore simplement déballer comment tu réfléchis à la vie parce que, tu sais, franchement, ce que je viens de mentionner, je ne vois plus beaucoup de bons modèles. C'est triste. Il semble que les personnes que nous suivons, je mets entre guillemets les modèles, sont juste les plus bruyants, disant les choses les plus folles et extravagantes, et je ne pense pas que la plupart des gens soient ainsi, mais je pense que c'est ce que nous trouvons sur Internet, et parce que nous sommes tellement isolés, et nous n'avons pas de bons liens communautaires, et nous n'avons pas de groupe avec lesquels nous traînons au quotidien, et nous pointons au travail, et nous rentrons à la maison, et nous sommes déprimés, et nous avons l'impression que notre partenaire, ou notre petit ami, ou mari, ou femme, n'est même plus dans notre équipe. Nous avons décroché il y a 5 ans, vous savez. Qui suivons-nous? Eh bien, nous suivons la personne sur notre fil d'actualité plutôt que quelqu'un qui a réellement fait le travail et essayé de construire quelque chose de bien. Donc, t'as juste mis dans le mille. L'Amérique est juste là, mon gars. Bien joué, bien joué. Hey, mais voici où je suis super optimiste. Ouais, je pense que la marée est en train de changer de manière profonde. Les gens ont réalisé que nous sommes là, nous sommes ici maintenant. Et les gens ont réalisé, oh, nous pouvons choisir quelque chose de différent. Et c'est ce qui me rend super optimiste. J'étais doyen des étudiants dans certaines écoles de premier cycle et de troisième cycle. Puis j'ai pris un poste de doyen des étudiants dans une faculté de droit. Et il y avait 3 d'entre nous dans le pays à l'époque qui étaient doyens des étudiants dans des facultés de droit qui n'étaient pas avocats. Et ils m'ont fait venir. Il est donc très rare que quelqu'un ait ce travail. Et ils m'ont fait venir juste pour aider à faire face aux défis mentaux et émotionnels que les étudiants en droit rencontrent dans un environnement éducatif aussi éprouvant. Je me souviens que c'était durant les premiers 3 à 4 mois, et je rentrais à la maison tous les jours, me plaignant sans cesse à ma femme. Son doctorat est en pédagogie programmatique. Donc, sa carrière académique était de former des enseignants. Et donc, je rentrais à la maison et me plaignais, Ces étudiants ne le font pas. Aïe! Je me plaignais tout le temps. Et un jour, elle a dit « Hey, je pensais que tu devrais démissionner. » Et j'étais genre « Quoi ?» Et elle dit « Ouais, visiblement, tous ces étudiants sont juste trop stupides pour toi. Tu devrais démissionner. » Et je l'ai regardée et elle dit « Ou ils t'ont embauché pour leur enseigner. Peut-être que tu pourrais leur enseigner. » Et c'est vraiment devenu un « Oh oui, c'est mon travail. » Et donc, nous avons le plus culture anxieuse et délirante. D'accord, je ne vais pas me frapper la tête contre le mur. Commençons à proposer. Voilà l'apparence. Voici à quoi cela ressemble. Voici un chemin ici. Et allons pratiquer cela de manière maladroite et étrange. Et je suis confiant que pendant les 10-15 prochaines années, alors que le monde change à certains égards, ne change pas du tout à d'autres égards, il va y avoir des changements radicaux, genre, je vais juste déménager au Kansas, mec. Tu vois ce que je veux dire? Comme si j'allais pêcher. Mon entreprise réalise 10 millions d'années en année, je vais bien, genre je suis entier ou je vais vendre mon entreprise et ensuite je vais travailler pour une petite start-up ici, genre je pense qu'il va y avoir un mouvement positif. Parce que les gens en ont juste marre. Je suis d'accord. Et tu sais le point sur ta femme qui te vérifie juste que tu te plains et qui ouvre en quelque sorte tes yeux. Je pense que c'est une autre chose que pas assez de gens comprennent vraiment. Comme le pouvoir d'un bon partenaire avec qui tu es vulnérable. Je vais te raconter une petite histoire. Ton récit m'a rappelé ma petite amie qui sera bientôt ma fiancée, puis ma femme. Nous sommes ensemble depuis un certain temps. Tu sais, j'ai eu tellement d'emplois, de carrières, d'entreprises, juste des expériences pendant notre temps ensemble. Ce n'était pas 20 ans, mais 5 ans, suffisants pour vivre différentes versions de ma vie.
Elle a souligné un point car dès que je faisais quelque chose, je me plaignais que les cofondateurs sont nuls et incapables de se ressaisir. Franchement, je ne supporte plus ça. J'ai besoin de changer. Ou genre, ce travail est nul. Je ne peux plus le supporter. Je veux démissionner. Pourquoi suis-je ici? Quoi qu'il en soit, chaque fois que je le dis, elle est comme « D'accord, fais autre chose. » Genre, je m'en fiche. Genre, je te fais confiance. Tu es intelligent, tu vas le comprendre. Mais à chaque fois, elle est comme « Juste pour que tu saches, je garde une trace de tout ce que tu as fait et rien n'a jamais été bien dans ton esprit. Rien n'a jamais été correct. Voyez ce qui est vraiment arrivé. Et ça a été plutôt bien. » Et elle est comme « Donc quand tu es dedans, toi en tant que personne ne peux pas voir le positif. Tout ce que tu fais, c'est te plaindre. Et ça marche malgré tout cela. Je te fais donc confiance pour la prochaine étape. Mais sache que tu dois te sortir de la merde avec laquelle tu es confronté en ce moment. Et je sais que ça semble si simple. Et je me considère comme je ne suis pas un Einstein, mais je ne suis pas non plus un idiot. Et au moment où tu fais la chose, il est très difficile pour toi de jeter un regard objectif sur ce qui se passe et d'avoir que ce soit un partenaire ou un ami que tu peux vraiment appeler un ami qui n'est pas juste là parce que je ne sais pas, parce que tu es cool ou t'es riche ou quoi que ce soit, comme un vrai ami qui a été avec toi dans les moments difficiles et minces depuis le lycée, peu importe qui est cette personne. La vulnérabilité, c'est une super puissance parce que ça reframe comment tu regardes les problèmes. Et tout à coup, quand tu regardes les problèmes d'une manière non objective ou que tu te reconnectes avec quelqu'un avec une vision différente de ta réalité, c'est comme si ta prise de décision s'améliorait, ton niveau d'énergie, ton cortisol réduit, ton sommeil s'améliore. Comme il le fera physiquement. Comme littéralement sauver ta vie, parce que si tu n'avais pas cette personne et que tu fais ça pendant 10 ans et que c'est non-stop ma vie et que tout se brise, tu vas avoir une crise cardiaque, eh bien tu ne vas pas être très en bonne santé. C'est beau mec, comme c'est Espère que tout le monde qui écoute ton émission emporte ce message avec eux comme mec quand t'es stressé ou que t'es en plein dedans. Ton corps est en mode combat ou fuite et tu ne peux pas penser quand tu es comme ça. Et donc je suis comme toi, je sous-traite des choses parce que je deviens émotionnel et quand je deviens émotionnel, c'est ce qui me rend bon dans mon travail, mais ça me rend un terrible... voir les choses telles qu'elles sont vraiment dans le moment, mec, d'accord? Et donc, je dois avoir des gens dans ma vie. Quelqu'un a copié et collé quelque chose sur les réseaux sociaux une fois. Et encore, je suis nouveau dans cette chose sociale. C'est juste un peu pris. C'est sauvage. Mais quelqu'un a écrit une chose vraiment horrible en réponse à moi. Et j'étais encore nouveau à ça. Et je me disais, mec, qu'est-ce que j'ai fait à ce gars? Eh bien, j'ai coupé et collé. Et je l'ai republié. Honnêtement, ma réplique était probablement une de mes blagues les plus drôles jamais racontées. J'ai ri fort à ma propre blague. C'est à ce point qu'elle était drôle. Et je reçois cet appel de mon ami Kevin, qui est le président-directeur général d'une entreprise de soins de pelouse au Texas. Il est d'une dizaine d'années mon aîné. Son rire résonne à travers le pays. C'est l'un de ces rires contagieux qui vous font rire quand vous l'entendez sans même connaître la blague. 10 minutes après avoir posté quelque chose, je décroche le téléphone. Il est pris d'un fou rire et je commence à rire aussi. Vous voyez ce que je veux dire. Comme quoi, pourquoi tu m'appelles? Il ne peut pas reprendre son souffle. Et finalement, il est comme « Oh mon Dieu, ce que tu viens de poster est tellement drôle. » Et j'étais comme « Ah, je sais, c'est incroyable. » Et il dit « Oh » et il reprend finalement son souffle. Et il dit « Oh mec, hey, enlève ça. » Et j'étais comme « Quoi tu racontes? » Et il dit « Enlève ça. » Et je suis devenu un peu indigné. J'étais genre « Mec, c'est drôle. » Et il dit « C'est super drôle. Note ça. » Et je dis « Pourquoi? » Et il a dit « Le monde n'a pas besoin d'un autre idiot. » Et deuxièmement, ce n'est pas toi. C'est toi qui prétends être quelqu'un d'autre. Ouais, comme s'il était toi. Ce n'est pas toi. C'est pas qui tu veux être, mec. Et j'étais tellement en colère et il avait tellement raison. Et donc, je dois avoir des gens comme ça dans ma vie qui vont « Oui, c'était drôle et nous n'allons pas faire ça. » Oui, il y avait quelques chapitres dans ce livre. Je comprends. Toutes les données sont exactes et sans doute importantes. Cela enlève de l'histoire que vous racontez ici, et donc nous allons les couper. Tu me fais confiance, non? Ma femme dit que nous en avons assez. Je ne crois pas, je ne le sens pas dans mon corps, mais je lui fais confiance. Cela me calmera, puis je pourrai étudier les chiffres et nous pourrons prendre d'autres décisions. Donc, je pense que la sous-traitance des émotions et des sentiments est vraiment une proposition sous-évaluée, surtout pour les entrepreneurs qui se débrouillent seuls.
Il faut avoir des gens dans votre vie. D'accord. Une dernière chose que j'aime faire. Je veux dire, votre vie a évolué depuis que vous avez écrit ce livre. Quelle est la chose qui vous est arrivée, que vous avez apprise depuis que vous avez écrit le livre et que vous auriez aimé y inclure, à savoir que gagner ne vous rendra pas bien? Quel que soit le succès que vous avez, vous y allez avec vous et donc jusqu'à ce que vous vous occupez de vous et faites la paix avec vous. Faites la paix avec vous à 15 ans, faites la paix avec vous à 20 ans. Faites la paix avec les choses que votre maman et votre papa ont faites ou n'ont pas faites. Vous ne pouvez pas le dépasser. Et j'aurais aimé être plus clair à ce sujet. Je le savais intellectuellement, je ne le savais pas en réalité jusqu'à ce que je l'expérimente à la fin de cela, et donc j'aurais aimé inclure cela, que gagner, quelle que soit votre définition de gagner, vendre votre entreprise, ajouter une autre virgule dans votre... Augmenter votre chiffre d'affaires ou votre résultat net ne vous guérira pas. Gagner ne vous rendra pas bien. J'adore ça. D'accord. Où les gens vont-ils se manifester? Où voulez-vous envoyer les gens? Mais après et seulement après avoir écouté ton émission, tu peux venir. J'ai une émission d'appel à l'antenne comme l'ancien phrasier Crane, Dr. Phil. Les gens appellent et nous gérons simplement leur situation en direct. L'émission du Dr. John Delaney est disponible sur YouTube et sur les plateformes de podcast. Pour ces livres, rendez-vous sur johndelaney.com. Et les livres sont dans tous les magasins et tout ce que vous pouvez obtenir. C'est incroyable. Ouais, je mettrai tous les liens que vous voulez envoyer. Je les mettrai dans les notes de l'émission. Je pense que j'ai déjà la plupart des liens de toute façon, mais dernière chose, vous savez, vous avez traversé une tonne de différentes saisons dans votre vie en regardant en arrière. Que diriez-vous à votre moi de 20 ans? La sagesse n'est pas. Intellectuel ralenti, tu peux lire chaque livre, tu peux écouter chaque podcast, mais jusqu'à ce que tu aies été dans une pièce où 10 personnes viennent d'être licenciées, jusqu'à ce que tu aies été dans une pièce où tu peux lire sur la mort, jusqu'à ce que tu aies dit à la mère que ton fils est mort. Tu peux lire sur le divorce, mais jusqu'à ce que tu tiennes une femme dont le mari vient de faire ses bagages et de partir, et elle ne peut pas se lever parce qu'elle est faible. C'est de la sagesse. Et donc, je dirais à mon moi de 20 ans de se calmer. Relaxe-toi, expose-toi plus à des situations réelles plutôt que d'essayer de les éviter ou de les lire. Immisce-toi, cela implique du travail acharné. Cependant, je prends toujours le temps de ralentir et de me calmer.